qui passe un coup de fil lui-même et qui parle de ce qui se passe là-bas, évidemment. Bon, ce n'est pas le cas, il n'est plus là. Donc la moindre des choses que je puisse faire, c'est lui rendre hommage, parce qu'il a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Enfin, pour moi, son engagement, il est absolument extraordinaire. Et je respecte énormément ce qu'il a fait. Il n'est plus là. C'est sûr que la peine est énorme, absolument énorme, mais qu'est-ce que je suis fière de mon fils. Qu'est-ce que je suis fière de mon fils. J'espère qu'il nous regarde de là-haut et il peut être fier de lui. Edith Galuzzi, nous faisons mémoire de votre fils. En image, on va revoir les extraits extrêmement forts où les Ukrainiens en France saluent sa mémoire. Nous avons ici en direct Pierre qui était à l'entraînement avec lui. J'aimerais que vous disiez un mot là-dessus, Pierre, s'il vous plaît. Oui, effectivement, moi j'ai rencontré Andreas quand on était à l'entraînement l'année dernière. Ça fait déjà plus d'1 an. J'ai le souvenir d'un jeune qui avait fait le choix de venir combattre ici de manière tout à fait réfléchie et en même temps sans hésitation. Il était toujours très enjoué. Voilà, il était content. Il est parti au combat avant nous, avant ma section. On aurait bien aimé d'ailleurs qu'il la rejoigne. On était une section composée en majorité de francophones. Et lui est parti plus vite avec une autre unité. Et il était heureux, je crois, d'aller faire ce qu'il jugeait de son devoir. Ouais, c'est un... On garde le souvenir de tous ceux qu'on a croisés, tous ceux avec qui on s'est formé, avec qui on a combattu, et c'est des liens qui sont particuliers. Quel message adressez-vous à Edith Galuzzi qui est avec nous ? Je veux la remercier en fait de soutenir le choix qu'a fait son fils. C'est pas évident en tant que parent, et je trouve ça je trouve ça important qu'on puisse comprendre que ces combattants qui viennent ici, c'est pas des têtes brûlées, c'est pas des marginaux qui cherchent un sens à leur vie. Ils savent ce qu'ils viennent faire ici. Ils le font de manière réfléchie, et ils le font pour servir une cause qui paraît assez évidente, je pense, pour beaucoup de monde. Et donc c'est important qu'on respecte leur choix et qu'on fasse vivre leur mémoire. Pierre, merci beaucoup. Vous dites, ça n'était pas une tête brûlée, et j'aimerais que vous expliquiez à quel point effectivement son action s'est construite. Votre fils, pour qui c'était une vocation, qui voulait se battre pour l'armée, d'ailleurs qui était militaire professionnel qu'il était devenu. Oui, tout à fait. Mais à mon avis, il avait une vocation, effectivement, parce que petit, il aimait jouer avec des voitures, des chars. Et un jour, on l'a emmené à une porte ouverte d'une caserne. Et puis, il y a eu d'organiser un tir à carabine. Et le tir à la carabine, il a réussi le tir. Et après, avec l'âge, évidemment, il a continué à s'intéresser à ça. Et puis avec le temps, il a poursuivi ses études. Il a fait ses études secondaires à Sens. Après, il a fait une année d'études universitaires à Dijon. Après, il s'est engagé dans l'armée comme parachutiste. Il a quitté l'armée sur blessure. Et ensuite, il a pris un métier de brancardier. Et puis, il y a eu l'appel du président Zelensky. Et à cet appel, au premier appel, il est venu me voir un week-end. Il m'a dit « Maman, je vais m'engager. Il faut que je parte. Je ne peux pas rester à la maison et faire comme si rien ne se passait là-bas. Donc, je pars. » Moi, je lui ai donné toutes les raisons pour ne pas partir. Je lui ai dit « Non, tu ne peux pas partir, Andreas. Tu as des obligations en France. Tu as ton job. Tu as ton appartement. Tu as tout. Il y a tout ici. » Et il m'a dit « Bon, on n'en parle plus, on n'en parle plus. » Il est rentré. Il est rentré chez lui. Il a réglé ses affaires. Il a démissionné. Il a quitté son appartement. Et puis, il est parti sans rien me dire. Quand il est arrivé en Ukraine, j'ai pu lui passer un coup de fil. Enfin, il m'a passé un coup de fil et c'est là que j'ai appris qu'il était en Ukraine. Et à partir de là, évidemment, j'ai changé ma façon de penser. Et évidemment, j'ai compris son chemin et j'ai compris son engagement. Et son engagement, à chaque fois, il me disait « Mais maman, je suis là où je suis. Et je suis bien là où je suis. Je sais pourquoi je suis venue. Je prends toutes mes responsabilités. Je sais à quoi je m'engage. » Et je ne pouvais qu'être d'accord avec lui, en sachant que, bien évidemment, il avait une chance sur 2 de parvenir.
Il est mort au combat. On va voir les images des funérailles où les Ukrainiens de France étaient là, très présents. Ils ont chanté en sa mémoire. On peut voir ces images. Vous me disiez, vous étiez très frappant tous les drapeaux qui étaient là. Les militaires qui avaient dit pas trop de drapeaux ça a été envahi de drapeaux. Oui. C'était absolument impressionnant parce que la communauté ukrainienne était autour de nous, autour de moi, autour de la famille, autour d'Andreas. Et là, je reconnais que c'était extrêmement émouvant. Je les remercie encore parce qu'ils sont encore là. Ils m'oublient pas, ils n'oublient pas Andreas. Donc merci, et là l'unité est vraiment formidable. Vous partez pour l'Ukraine, un bateau sera baptisé du nom de votre fils. Oui, tout à fait. J'ai été contactée par la Légion internationale qui m'a demandé l'autorisation de donner le nom d'Andreas à un des bateaux. Un bateau rapide pour la police de Kiev. Évidemment, j'ai accepté. Alors il devrait y avoir une cérémonie mi-juillet. Donc je pense évidemment y aller, bien évidemment. Et je fais un premier voyage la semaine prochaine. Écoutons les mots que vous avez eus pour votre fils ce jour-là. Le plus difficile sera de te conjuguer au passé. Mon amour pour toi fut, est et sera le plus beau, le plus fort ici-bas. Ce n'est qu'un au revoir, Andreas. Je t'aime, mon ange. Edith Galozzi, quand on passe dans Paris ou dans d'autres villes et qu'on voit les plaques pour les résistants qui avaient 20 ans, 19 ans, etc., dans la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire de votre fils. C'était un engagement aussi pour la démocratie. Tout à fait. Je pense que on peut comparer les choses de la même manière. Andreas a fait le même engagement que pour la guerre d'Espagne. C'est un résistant. Tous ceux qui sont dans la Légion internationale étrangère, je les considère comme des résistants. Votre fils avait laissé une lettre, n'est-ce pas, dans son téléphone ? Oui, c'est ça. C'était ses derniers mots. Et j'ai découvert ces derniers mots quand la Légion internationale m'a renvoyé ses affaires. Et donc j'ai découvert un papier dans ses affaires où il disait d'aller dans son téléphone pour y découvrir les derniers mots à sa famille. J'ai mis du temps avant de retrouver ce mot parce que le téléphone n'est pas revenu d'Ukraine. Donc j'ai pu le retrouver sur le iCloud. Et j'ai découvert cette lettre qui est évidemment très, 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 très émouvante. Vous avez tellement belle en même temps, tellement belle. Vous avez partagé cette lettre. Ma très chère maman, chère famille, mes chers amis, ma vie a été belle et presque remplie. Ces quelques phrases seront mes dernières. Je vis mes dernières heures en regardant toutes les photos où vous êtes présents, mes précieux souvenirs. Seul un miracle pourrait encore me sauver. Je suis têtu. Je ne voulais pas laisser mes amis aller seuls au milieu de cet enfer. J'ai rempli mon devoir. J'ai tenu mon rang pour la France, l'Ukraine et l'Europe. N'ayez pas de remords quant à mon départ pour l'Ukraine. Mon seul regret peut-être est de ne pas avoir eu le temps d'aimer quelqu'un de tout mon cœur. J'espère que vous trouverez la force de me pardonner et que Dieu voudra bien peut-être, puisqu'il nous sépare sur cette terre, nous réunir au ciel ou ailleurs. Je ne vous oublierai jamais, je vous aime. C'est mon fils. La maturité de votre fils, qui dit à quel point c'était pour lui un combat construit. Oui. Oui, vous avez raison de dire qu'il avait une certaine maturité, une grande maturité. Et cette maturité m'a été rapportée par des camarades combattants avec lui. Il a surpris vraiment beaucoup de gens sur le terrain. Et Andreas est devenu un homme en quelques mois. Ces derniers mots vous ont été rapportés ? Oui, c'est les derniers mots qui m'ont été rapportés. Il était dans les bras d'un camarade japonais et il lui a dit « ça va ». Et il est parti en quelques minutes, quoi. Quelques minutes. Ce qui est très frappant dans votre œuvre familiale, c'est que la génération d'avant avait été marquée par la Première Guerre avec les mêmes mots. Oui, tout à fait. Marcel Cavin était un jeune qui s'était engagé dans l'armée française aussi. Et à la bataille de Griven, il est tombé le dernier jour de cette bataille. Et ses derniers mots étaient aussi « ça va ». C'était grand-oncle d'Andreas. Edith Galozzi, il y a eu beaucoup d'hommages qui sont rendus à la mémoire de votre fils. Là, on disait à quel point les gens, à ces funérailles, s'agenouillaient devant vous, vous remerciaient. Oui. Il y a un remerciement, il y a une reconnaissance qui est exprimée. Tout à fait. Là, j'étais vraiment très, très surprise de voir des gens s'agenouiller devant moi pour me dire merci de leur avoir offert mon fils. Et ça, c'est absolument extraordinaire. J'en revenais pas. Parce que c'est vrai que mon fils a eu une vie courte. Je l'ai élevé jusqu'à 18 ans.
18 ans, il a pris son envol. Il a vécu dans la vie civile jusqu'à 20 ans. 20 ans, et après, il est parti. Et c'est comme si, effectivement, j'avais donné mon fils sur un plateau pour aller défendre la démocratie. Et il a pris son engagement, il a respecté son engagement, il s'est engagé. Et oui, j'aurais offert quelque part mon fils, mais quelque part, mon fils, il a pris ses responsabilités lui aussi. Donc il a donné sa vie. Pas seulement pour l'Ukraine, mais pour la démocratie et pour nous en même temps. Vous êtes témoin de la force des Ukrainiens. Vous me disiez à quel point a été frappé. Là, vous allez découvrir l'Ukraine. Vous n'étiez jamais allé. Évidemment, aller sur les pas de votre fils, c'était capital. Pour moi, c'est absolument indispensable. C'est indispensable. Je ne peux pas continuer à vivre sans faire le chemin qu'il a fait. Donc je vais prendre le bus. Je vais faire le même chemin que lui. Et je n'ai pas envie d'attendre qu'il y ait la paix pour aller au moins ressentir les choses et rencontrer, si c'est possible, quelques personnes. Bien sûr que je vais en rencontrer des personnes, j'ai des rendez-vous là-bas. Mais ça m'est absolument indispensable pour continuer à vivre. Je ne peux pas ne pas aller sur le sol du pays pour lequel il a donné sa vie. Il faut que j'y aille. Vous recevez énormément de messages, de dessins des Ukrainiens qui sont reconnaissants. Il avait même, n'est-ce pas, un surnom. Ils ont tous des surnoms. Tout à l'heure, on avait Pierre, le combattant. Quel était son surnom? Frenchy. Oui. Frenchy parce qu'Andreas, comme il était dans une unité où il y avait beaucoup d'anglo-saxons, Andreas, c'était difficile. Donc, ils ont décidé de l'appeler Frenchy. C'était un des plus jeunes. Et puis, tellement sympathique apparemment, il l'appelle Frenchy. Oui. Là, on voit ici, près de la place Maïdan, il y a ce grand parterre des drapeaux, avec pour chaque combattant mort, un drapeau, et il a son drapeau, n'est-ce pas, parmi les autres. Oui, tout à fait. Et je vais aller à cette place pour y déposer une gerbe et d'autres drapeaux, bien évidemment. Je vais aller lui rendre hommage là-bas. Je vais y aller là-bas. Qu'est-ce que vous avez reçu des autres témoignages? Parce que ces volontaires, ils sont nombreux. On avait Pierre tout à l'heure, Xavier Titelman qui aide un certain nombre d'entre eux. Ce sont ses camarades, ils vous parlent encore? Oui, bien sûr, j'ai des contacts avec des camarades avec qui il a combattu, des Français. Il y en a un qui est rentré d'Ukraine, Joe. Il est venu à la maison. Nous avons beaucoup échangé avec lui. Donc il me rapporte évidemment la vie avec Andreas. Et pour lui, il a perdu son petit frère. Et Andreas, pour lui, Joe, c'était son oncle qui lui faisait à manger, etc. Et puis il y a aussi Brandon. Ils étaient trois, un trio de Français. Brandon a été blessé avant Noël. Lui, il est toujours là-bas. Et Joe devrait peut-être repartir en Ukraine pour continuer ce que Andreas n'a pas pu faire. Parce qu'ils ont tous envie de participer à la victoire. Andreas voulait y être. Alors Joe va y retourner il m'a dit, mais je veux y aller parce que si on y arrive à cette victoire, au moins j'y serai pour Andreas parce qu'il n'y a pas pu y aller, pour Brandon parce qu'il est blessé. Alors évidemment que j'avais pas envie du tout qu'il retourne là-bas pour qu'il se fasse pas tuer, au moins qu'il en reste un sur les trois. Mais que dire à ce garçon? Je sais pas. Reviens vivant. Vous êtes une mère qui a perdu son fils, vous n'êtes pas militante, mais quel est le message que vous portez pour les Français qui vous écoutent? Je n'ai pas forcément de message, parce que je pense que chacun sa responsabilité, chacun doit midi à sa porte. Je veux dire, chacun pense ce qu'il veut en fait. Moi, si j'agis aujourd'hui, si je peux agir aujourd'hui, c'est pour mon fils et ses camarades et ses frères d'armes. Il y a une médaille que vous avez toujours avec vous, qui vous tient particulièrement. Oh, il y a l'image de la médaille qui est là. Oui, tout à fait. Alors, il a été médaillé pour bravoure au combat après la destruction d'un char. Alors, il m'a été raconté sa bataille, parce que une nuit, ils étaient dans un village, dans une maison en ruine, à dormir. Enfin, quand ils arrivaient à dormir, et puis en pleine nuit, il a entendu un bruit monstrueux et il a vu le canon d'un char passer sous la fenêtre. Et il a eu juste le temps de sauter dans ses chaussures, d'attraper son RGP-7, ou je ne sais plus comment on dit, et il a couru après le char et il a détruit la tourelle. Le char a pu repartir, la tourelle était détruite, mais c'est sur cet acte qu'il a été médaillé ensuite. Il a rapporté la médaille à Noël, à la maison. Edith Galuzzi, qu'on soit croyant ou non, il y a une présence des morts, quelles que soient les circonstances. Comment est présent votre fils pour vous dans votre vie chaque jour? Tous les jours. Mon fils est tous les jours avec moi. Chaque heure, chaque minute. Il ne me quitte pas.
c'est quelque chose d'assez étrange parce que mon fils est parti en Ukraine, donc il était loin de moi. J'étais quelque part habituée à son absence physique. Là, aujourd'hui, évidemment qu'il est encore plus absent physiquement, mais non, il est avec moi. Il ne me quitte pas, ça c'est certain. Comment est-ce que vous avez appris, dans quelles circonstances est-ce que vous avez appris la nouvelle? Alors ça, j'étais avec un ami à Sens. Et avec Andreas, on avait l'habitude de s'envoyer des messages par une messagerie cryptée. Et à chaque fois, j'étais prévenue qu'il partait en mission. Il me disait, maman, je pars en mission. Bon, il me prévenait toujours un quart d'heure avant pour pas que je m'inquiète trop. Et puis, de temps en temps, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien. Et là, je lui ai envoyé des messages, même le matin, à 9h. Je dis, bon, j'espère que tout va bien, tu devrais être rentrée, qu'est-ce qui se passe? Et à 11h05, j'ai pris mon téléphone et j'ai vu un message en anglais avec l'insigne de la Légion internationale. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était grave, quoi. Et donc, j'ai rappelé cette personne du bureau de la Légion en anglais. J'ai appris que mon fils avait été tué. C'était évidemment un déchirement. Moi, je compare ça, si vous voulez, mon fils a reçu des éclats d'obus à la cuisse et à la poitrine. C'est comme si moi j'avais reçu cet éclat d'obus en plein cœur. Lui, il en est mort, moi je suis encore en vie. Donc, oui, je suis blessée à mort. Mais pour mon fils, je veux garder de la dignité. Et je promets à mon fils de continuer parce que j'ai toujours dit, depuis le départ, qu'Andreas, j'ai dit, mon fils, tu seras jamais un soldat inconnu, jamais. Impossible. Avec moi, c'est pas possible. Alors je cherche rien, tout se fait spontanément avec le temps. Donc je réponds positivement ou non à certaines propositions. Mais oui, si je peux, je continuerai pour pas qu'on oublie non seulement Andreas, mais aussi ses frères d'armes. Et qu'on n'oublie pas qu'il y a des hommes qui laissent tout tomber pour aller défendre encore la démocratie en 2021. Alors ça, je trouve que oui, ça mérite un hommage. Hommage à lui, son nom, n'est-ce pas? On lui donnera le nom d'un bateau. Oui. Pour vous, ça compte beaucoup, ça. Vous y serez là dans quelques jours. Oui, alors ça, cette cérémonie aura lieu en juillet, bien sûr. Je vais rencontrer la responsable de la communication de la police de Kiev pour avoir une interview. Et il y a Mitzi, qui a une journaliste américaine qui a fait une interview aussi. Donc il va y avoir un article sur les personnes qui vont avoir le nom pour ces bateaux. Et bien sûr que je suis fière, parce que c'est aussi une reconnaissance de la part de l'Ukraine. Et pour moi, oui, pour moi c'est indispensable. C'est indispensable qu'il y ait une reconnaissance. Merci beaucoup Edith Galaudy d'avoir témoigné. Et mémoire de votre fils Andreas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, avec Florence O'Kelly et nos invités, nous reviendrons sur les événements qui marquent cette soirée en Ukraine. À tout de suite.